Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes mercredi 2 décembre. Je vais aborder quelque chose de très difficile à aborder concernant certaines élites. Alors, je vais déjà vous faire un petit historique. Je suis lyonnais, né de parents alsaciens. Mes parents ont été forcés de travailler dans des usines, forcés par les Allemands, par les nazis, de travailler dans une usine. Ma mère, à 14 ans, s'est retrouvée obligée d'aller travailler à la chaîne dans une usine. On est d'accord? Donc on ne pourra pas me traiter de nazi. D'accord? C'est là que mon papa a rencontré ma maman et donc ils se sont mis ensemble et sont descendus sur Lyon en 1946. Moi-même, je suis né à Lyon en 1957 dans un quartier très populaire, la Guillotière. Pour ceux qui connaissent, c'était pratiquement à côté de la place du Pont, la fameuse place Gabriel Péri, qui était connue quand même très très connue, et en bord du Rhône, en plein centre de Lyon, un quartier très populaire, où se côtoyaient différentes populations. Je me souviens, j'avais donc, je le salue, j'avais un voisin, des voisins italiens, dont j'ai retrouvé le fils il y a très très peu de temps. Voilà, j'avais à côté un locataire, un monsieur très très bien, qui était marocain, voilà. À côté, j'avais des gens issus aussi de l'immigration italienne. Plus bas, je me souviens d'avoir eu une famille juive rapatriée d'Algérie. Voilà, bon, tranquille, hein. Multiculturalisme, hein. Vivre ensemble, d'accord? Alors, dans ma vie professionnelle, pareillement, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant 23 ans, par certaines particularités de ma vie professionnelle, tous les matins, je buvais le café entouré de maghrébins, pratiquement, ok? On discutait de la politique, machin, Kadhafi, Saddam Hussein, les tours à New York et tout. D'un autre côté, j'avais des relations où j'ai été en contact avec des juifs, où parfois je suis parti en vacances avec des voisins juifs dans un camping. On est d'accord? J'ai eu l'occasion d'aller dans une mosquée, j'ai été invité à une bar mitzvah, donc ne me collez pas d'étiquette, d'accord? C'est tout, c'est clair, hein? J'avais un collègue de travail qui était turc, qui avait ouvert un restaurant turc à l'époque, bon, il m'a invité, etc. Ok? Donc vous ne me mettez pas un brassard, vous ne me mettez pas une casquette. C'est clair? Bon. Alors maintenant, je vais vous dire, on m'a signalé le journal télévisé de France 2, le samedi 21 novembre 2020, et on a eu un exercice de propagande officielle avec une belle rafale de bobards professés avec un certain aplomb et un culot, et notamment, à mon grand étonnement, le professeur Axel Kahn. Donc, dès le départ, Laurent Delahousse, hein, le présentateur des Peignets, tend la perche à cet éminent professeur en parlant de la vaccination. Est-ce que c'est la seule solution? Gna, 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 gna. Et oui, Axel Kahn vous dit, il n'y a pas d'immunité collective, on le sait très bien, nulle part il y a eu d'immunité collective, elle ne sera obtenue que par vaccination. Bon, j'ai quand même ouï dire, ou lu quelque part, qu'il y a eu quand même certaines immunités dans certains pays où on ne pratiquait pas le confinement. Mais bon, c'est lui le scientifique, hein, moi je suis qu'un imbécile. Bon, donc l'éminent Herr Dr Kahn, ça ne s'arrête pas là, et au cours de l'interview, cet éminent professeur annonce que la mise au point d'un premier vaccin, Pfizer, et de son concurrent Moderna. Il nous dit, Moderna est dirigé par un Français. D'accord, oui, mais nous fait sous-entendre que Pfizer est un labo européen. Pardon? Bon, Pfizer, c'est un labo qui est mondialement connu, c'est l'un des tout premiers labos. Et puis, bon, rappelez-vous quand même que Pfizer, c'est l'inventeur du Viagra. Hein? Bon, pour les hommes, certains s'en souviennent. Bon, on sait que c'est des Américains. Vous regardez Wikipédia, labo américain fondé en 1849 par deux frères américains d'origine allemande. Donc il y a cette interview. Je note au passage que pendant toute l'interview, il n'est nullement question de Sanofi, entreprise bien française, qui propose aussi un vaccin anti-Covid. Sanofi, inconnu au bataillon, on ne connaît pas, on n'en parle pas, c'est une entreprise qui a des laboratoires en France, qui
emploie des salariés, qui payent des impôts en France. Non, non, mieux vaut ne pas en parler, on va ne parler que de Pfizer. Donc, et là, vous allez voir, dans les 40 secondes dont je vais vous passer l'extrait, Delahousse joue l'abruti et enfonce le clou dans le cerveau ramollo des Français. Et donc, il le dit, est-ce que ça veut dire que les Français pourront être vaccinés par différents vaccins? Et c'est là que l'éminent professeur Kahn nous glisse sa première bêtise. Je pense que Pfizer sera le premier. D'abord, il est européen. Et là, d'accord? Et il continue. Dans notre combat contre les cancers, nous rencontrons une résistance organisée contre les vaccins, blablabla, blablabla. C'est-à-dire qu'il sous-entend que les Français qui sont un peu contre les vaccins, il y aurait des vaccins contre le cancer? Ben, il fallait nous le dire s'il y a des vaccins contre le cancer. Vous voyez, donc déjà, il n'est pas clair dans ses propos. Hein. Et alors, c'est de la, tellement je suis offusqué que j'en perds le fil de mon propos. Oui, effectivement, donc il affirme bien donc que ce laboratoire Pfizer est donc européen. Et donc Delahousse lui dit, vous ferez vacciner, oui. Mon Dieu, quelle audace, hein, quelle impertinence journalistique, quel courage. Et donc Axel Kahn dit, oui, moi je me ferai vacciner, il n'y a aucun doute. Enfin, il ne dit pas s'il obligera toute sa famille à se faire vacciner, ni avec quel vaccin. Hein. Voilà. Mais pourquoi un tel acharnement à promouvoir la vaccination et surtout le vaccin Pfizer? Ah, le patron de... Vous savez, le monsieur qui a gagné pratiquement 6 millions en vendant ses actions le lendemain de l'annonce du vaccin, il a vendu ses actions, il a récupéré de l'argent. Et donc, M. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, vétérinaire, est un grec de Thessalonique, mais qui est israélite, hein, comme Kahn. Rappelez-vous que M. Kahn est le frère du célèbre journaliste Jean-François Kahn, lequel avait qualifié le viol de la femme de chambre, le viol par aussi Strauss-Kahn, sur une femme de chambre noire à New York, il avait qualifié ça de troussage de domestique. Donc voilà. Hein. Je rappelle que M. Axel Kahn a fait sa carrière à l'INSERM sous la houlette bienveillante de Jean-Claude Dreyfus et à l'hôpital Cochin de Georges Chapira. Ce même INSERM a été dirigé par Yves Lévy, qui forme avec Agnès Buzyn le couple infernal qui a crucifié Didier Raoult et qui a menti aux Français. Axel Kahn a été nommé en mars 2008 membre de la commission présidée par Simone Veil pour la révision de la Constitution. Axel Kahn, c'est quand même une pointure, il est le premier directeur jusqu'en 2007 de l'Institut Cochin de génétique moléculaire créé en 1990 sous l'impulsion de Jean-Paul Lévy. Je constate, c'est tout. Hein. Et en même temps, ce monsieur est un grand défenseur des migrants. Ainsi, en septembre 2007, il s'oppose vivement à l'amendement présenté par le député Thierry Mariani portant sur l'utilisation de tests génétiques dans le cadre du regroupement familial. Il déclare cela immoral et illégitime. Le fait de tester des gens qui veulent rentrer en France pour savoir s'ils sont de la même famille, c'est peut-être la moindre des choses, dans la mesure où on dit que c'est un regroupement familial. Ben non, ce monsieur, du haut de sa hauteur, nous dit c'est immoral. Bon, voilà. Il s'est engagé politiquement à gauche avec Pierre Delanoë et Bertrand Delanoë à Paris et Pierre Cohen à Toulouse. Hein. Voilà, il fut membre du Parti communiste, puis socialiste après l'élection de Mitterrand. Et de 2003 à 2007, il est vice-président de la Société des Amis de l'Humanité. Voilà. Hein. Donc ce monsieur, si vous voulez, c'est plus Axel Kahn qu'il faut l'appeler, c'est peut-être Gengis Khan, celui qui, après le passage, aucune intelligence ne repousse. Alors, je vais vous dire, je regarde, je cherche Axel Kahn, qu'est-ce que je vois? Un journal grec compare... non pas Axel Kahn, pardon, le PDG
Je lis le titre, hein, je n'affirme rien, je lis le titre d'un journal. Un journal grec compare le PDG juif de Pfizer au docteur nazi Joseph Mengele. Le quotidien affirme à ses lecteurs qu'Albert Bourla, juif grec, plantera l'aiguille et qualifie le futur vaccin Covid de poison, l'éditeur condamné pour diffamation antisémite. L'éditeur a été condamné à 2 000 € d'amende. Je vous le signale, ce n'est pas des choses à dire. D'accord? Mais moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, je vous rapporte les faits. En cherchant Pfizer, je tombe sur un titre d'une. Je viens de vous lire quand même le journal Time of Israel. Hein. Je lis une revue d'Israël. Hein. Ce n'est pas une revue complotiste, on est d'accord. Bon. Une autre revue israélienne, LPH Info, Netanyahu obtient une faveur du monde, une faveur du PDG de Pfizer. Voilà. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a une nouvelle fois usé de son prestige et de son savoir-faire. Il a appelé personnellement le PDG de la compagnie Pfizer, Albert Bourla, et lui a demandé de faire une faveur à Israël lorsque le vaccin contre le Covid-19 aura été homologué et sera commercialisé. Des négociations intensives sont déjà en cours entre Israël et Pfizer pour l'achat de doses de vaccins, car Israël était au courant de l'avancée des recherches et avait établi un contact très tôt avec Pfizer. Vous voyez ? Et le journal rajoute, ce fut une conversation très chaleureuse, a noté le Premier ministre, qui s'est dit très confiant que Pfizer signera un contrat avec le ministère israélien de la Santé pour la fourniture de doses de vaccins dès que cela sera possible. Tout le monde court après un vaccin, mais nous sommes déjà en passe de signer un contrat avec Pfizer, s'est réjoui Netanyahou. Le Premier ministre a également révélé qu'Albert Bourla est très fier de ses origines juives de Salonique et est très heureux des excellentes relations qui règnent entre Israël et la Grèce. Voilà, bon. C'est une boutade, mais voilà, c'est tout. Bon. Et, je ne comprends pas cette propagande pour Pfizer. Alors, est-ce que le professeur Axel Kahn a des affinités spécifiques avec M. Bourla, le PDG de Pfizer, au point de dénigrer Sanofi et l'autre laboratoire qui est dirigé par un Français? Je ne sais pas. Mais voyez, alors, quand vous voyez cela, et on va dire, non mais attendez, il est complotiste. Mais, enfin, on vous raconte des bobards, d'accord? C'est tout. Je vous parle de vaccins sur le cancer. Non, attendez, je ne sais pas, mais Pfizer, un labo européen, ça se saurait. Hein. Donc voilà. Alors, comment voulez-vous croire des choses quand au journal de 20h, on vous annonce des tas de conneries? Et alors, rappelez-vous que ce vaccin de Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés. Bon. Donc, je vais vous passer la petite vidéo de 30 secondes. J'ai pris les deux, j'ai pris Axel Kahn qui est en train de dire un gros mensonge, et juste avant, on parle des chambres froides qui vont à moins 70 degrés. Oui, ils sont fabriqués en Allemagne. On vous montre la structure qui est en train de se mettre en place en Allemagne. Et on vous dit, les chambres froides, cela fait déjà plusieurs mois qu'on est en pleine fabrication de chambres froides pour maintenir la température de moins 70 degrés sur les vaccins. Mais attendez, je croyais que le vaccin, il vient de sortir. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que déjà avant l'été, on a commencé à fabriquer les chambres froides. On savait déjà que Pfizer allait sortir un vaccin et qu'il faudrait donc des chambres froides à moins 70 degrés. Je m'interroge. Je ne suis pas complotiste. Je n'affirme rien. Mais attendez, moi, ça m'interpelle. Après, si quelqu'un me trouve une réponse plausible, je suis un gentil garçon, je veux bien écouter tout ce qu'on peut me dire. Mais parce que l'autre vaccin de Moderna, il faut être à moins 20 degrés, et le vaccin de Sanofi, je crois, il faut être à moins 8. Alors, il faut déjà vachement être voyant pour savoir qu'il faut fabriquer des chambres froides et pour pouvoir maintenir à moins 70 degrés des vaccins. Je me permets de vous signaler ceci. C'est dans la petite vidéo que je vous passe, et je reviens tout de suite derrière. D'accord? Faites votre idée. Moi, je ne porte l'opprobre sur personne, sur aucune race, sur aucune religion, etc., etc. Je souligne des faits.
Je l'aimais comme ça, gentiment, hein, mais je n'ai de haine contre personne. D'ailleurs, je vais continuer, malheureusement, mais c'est l'actualité. Mais voilà, vous allez voir. Allez, je vous laisse, à tout de suite. J'en ris d'avance, merci. Mobilisés et pas les cabinets médicaux, car l'un des vaccins les plus avancés doit être conservé à moins 70 degrés dans ses congélateurs à 20 000 € pièce. Ils sont fabriqués justement dans cette usine en Allemagne qui tourne à plein régime depuis plusieurs mois déjà. Le vaccin est attendu ici que dès le début de la vaccination, vous et moi, on pourrait être vaccinés l'un par Pfizer, l'autre par Moderna, c'est ça? Très rapidement, oui. Je pense que Pfizer sera le premier. D'abord, il est européen. Moderna, même s'il y a un Français à sa tête, est américain. Et puis, Pfizer a pris une toute petite avance, mais les deux arriveront très rapidement. Et d'après ce que je sais, la France a précommandé des doses de ces deux firmes. Je reprends le fil de mon propos. Vous avez vu, c'est édifiant. Donc, voilà. Après, mais quand on se moque des gens qui vont un peu chercher sur Internet, alors on trouve de tout sur Internet. Effectivement, il y a du complotisme, il y a des tas de choses et tout. Mais c'est facile de se moquer. Et quand on voit qu'au journal télévisé, on vous raconte des balivernes, et on omet de vous dire l'intégralité des laboratoires qui proposent des vaccins, et quand on vous fait un forcing pour que vous fassiez vacciner, franchement. Alors, l'autre vendredi, Black Friday, c'était Black Friday pour les mollahs iraniens. Hein, car un savant atomiste iranien, a été victime d'un attentat. Alors, il passait avec sa voiture blindée, il avait sa femme, il avait des gardes du corps, et en fin de compte, il double un véhicule qui était garé sur le bas-côté, c'était un pick-up, et en fin de compte, il y avait une mitrailleuse automatique qui a commencé à mitrailler, tir automatique, et qui en même temps a explosé. Donc ce qui a fait exploser la voiture, et il semblerait qu'il y ait ensuite une dizaine de motards, donc des agents secrets, hein, qui sont venus, qui ont encore pu mitrailler au passage, et qui sont repartis. Voilà, hein, donc c'est une sacrée opération, digne d'un James Bond, hein, vous voyez, c'est quand même... Alors, bien évidemment, on se doute que c'est Israël hein, qui est derrière. Je reviens sur les mêmes, excusez-moi, mais bon, c'est l'actualité. Hein. Il y a toujours un antagonisme entre l'Iran et l'Israël, et l'Israël a toujours fait pour que le programme iranien n'arrive pas à ses fins. Hein. Voilà. Mais, vous savez, si vraiment vous dites qu'il y a la liberté d'expression, on peut tout souligner, hein, sans haine, sans méchanceté. Hein. Voilà. Alors, et justement, là, je voulais en tirer une interrogation. Y aurait-il le bon terrorisme et le mauvais terrorisme? Vous voyez ce que je veux dire? Le terrorisme est pratiqué par Israël, mais c'est du bon terrorisme, parce que Israël, c'est supposé être le camp du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis sur les télés françaises, le même vendredi soir, pas de nouvelles. Hein. À la télé italienne, sur la RAI, on a quand même communiqué la nouvelle oralement. Et puis, voilà. Sur Sky News, eux ne se gênent pas et vous indiquent que donc, y a un scientifique iranien qui a été assassiné. Sur RT France non plus. Iran, un scientifique du nucléaire tué. Téhéran dénonce un acte terroriste. Vous voyez, bon, voilà. Donc, les Iraniens, les Italiens, les Anglais et les Russes sont là pour nous informer. Voilà, il a fallu attendre, je crois, le lendemain sur Libération, enfin l'Aberration, assassinat d'un scientifique du nucléaire iranien, un caillou dans la chaussure de Biden, car effectivement, Biden, si un jour il devient président des États-Unis, avait prévu de reprendre un peu les négociations avec l'Iran sur le sujet du nucléaire. Voilà, hein. Mais au moins à Libération, ils disent bien que c'est un assassinat. Hein, voilà, hein, assassinat d'un scientifique. OK? Voilà. Mais personne, si vous voulez, ne s'étonne d'un caractère illégal et terroriste du crime.
On reconnaît, si vous voulez, ce qui est incontestable, si vous voulez, la culpabilité de l'État d'Israël, de l'État hébreu. Hein. Mais on peut s'interroger quelle aurait été la réaction des médias et de la communauté internationale. Quand on dit la communauté internationale, c'est aussi des pseudo-démocraties occidentales qui sont quand même plus alliées d'Israël que de l'Iran. Hein. Mais que n'aurait-on dit si un commando iranien avait assassiné en Israël le plus éminent scientifique nucléaire israélien, hein? Voilà, le but, c'est de dire, suivant le côté où on est, qu'est-ce que le terrorisme? Vous voyez? Donc, les États-Unis ont envoyé des bandes armées, des terroristes pour aller tirer sur Pierre-Paul Jacques. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a toujours eu un terrorisme d'État d'un côté ou d'un autre. Alors, il y a le camp du bien, le camp du mal. C'est sûr, j'ai aucune sympathie pour le régime. J'ai de la sympathie pour les Iraniens, oui, mais pour le régime des mollahs, qui, il est à noter, n'ont pas entrepris d'actions terroristes contre la France depuis des dizaines d'années, je veux dire. Hein. Ce sont les sunnites qui font des attentats en France, hein, les sunnites patronnés par nos amis du Qatar et de l'Arabie Saoudite avec qui nous sommes copains comme cochons, c'est le cas de le dire, mais qui pourtant, d'un autre côté, financent ce terrorisme, on va dire islamiste, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je n'aime pas les mollahs iraniens, mais je reconnais qu'ils nous foutent une paix royale. Hein. Il suffit de ne pas être chez eux, parce que quand on est scientifique ou universitaire, on est condamné à mort sous prétexte d'espionner pour Israël ou pour les États-Unis. Et là, ça se passe très très mal. Et c'est un régime qui est certainement l'un des plus affreux. Hein. Voilà. Bon. Je clôt, hein, je m'excuse auprès des personnes qui sont de confession juive, s'ils se sentent un peu visés, c'est une constatation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, hein, je veux dire, voyez. Et de toute façon, l'État d'Israël a toujours dit, on attaque préventivement, hein, le Mossad attaque et fait tout pour que justement ils ne soient pas agressés d'un autre côté, et donc ils font du préventif, ils ne veulent absolument pas que les Iraniens puissent développer cet armement nucléaire. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, on en reste là. Alors, je dis retournons en France, quoique, en fin de compte, je vais rester à l'étranger dans une charmante banlieue parisienne. Figurez-vous que la télé d'Ota, la télé française, France 2 encore une fois, renonce à tourner une émission en banlieue parisienne pour des raisons de sécurité. Voilà, on apprenait que donc cette émission est obligée d'être tournée en studio, alors qu'au départ, ils voulaient la tourner en banlieue. D'ailleurs, ces banlieues ont déjà sa propre loi. À Grigny, nous apprenons qu'un match sauvage de football en présence de 300 spectateurs, la police n'intervient pas. Ah bon? Oui, voilà. Ben oui, ils n'ont pas pu intervenir, il y avait 300, il y avait 2 flics, ils étaient 300 spectateurs, donc ils ont fait attention, puis ils ont regardé les joueurs de foot et les spectateurs, et puis voilà. Hein? Donc ça ne sert à rien de faire une loi, si vous voulez, contre le séparatisme, il est déjà acté, hein, voilà. Alors l'État déverse des milliards dans certaines banlieues, et peut-être pour rien, puisqu'il n'y a plus d'État, puisque la loi n'y est plus respectée. Enfin bon, voilà. Maintenant, je vais revenir sur le foot. Tiens, toujours au foot. Ouais, du foot, je passe à l'Argentine, vous voyez. Donc évidemment, l'Argentine est en deuil. En France, tout le monde s'en fout, sauf Macron, qui perd encore une occasion de se taire. Car Macron n'appréciait pas les amitiés politiques de Maradona, et donc il en fait il fait de la politique, en fin de compte, sur son
parce que ce monsieur connaissait Castro et Maduro au Venezuela, il allait souvent les voir, et bon, donc... Macron, on a profité pour mettre une petite pointe dans son hommage, voilà. Alors, tiens, parlons un petit peu du match Soros-Orban. Orban, président de Hongrie, Soros, ancien juif hongrois qui est maintenant américain, je crois. Voilà. Et donc Viktor Orban nous dit l'Europe ne peut pas faire allégeance au réseau Soros. Quand vous savez, je crois que Soros a une mainmise un peu partout, et il me semble avoir lu que 200 députés européens, si vous voulez, sont tenus par Soros. Soros finance des tas d'organisations, finance les Black Lives Matter, il finance chez Traoré, et enfin il finance un peu partout. Partout ça fout le bordel. Lui, il est avec des associations, il finance pour, pour démolir les États souverains. Je ne sais pas, ce monsieur, il est dans un espèce de mondialisme sans frontières, et le fait que la France soit souveraine, que l'Italie soit souveraine, non, il faut que ça soit porte ouverte, et que tout le monde vienne s'installer dans ces pays, voilà. C'est bizarre, hein, voilà. Donc Viktor Orban, qu'on n'aime pas en France, décrit très bien l'action toxique de M. Soros en Europe, et le définit très clairement pour ce qu'il est. C'est un délinquant financier, et il le dit, de quel droit, depuis quand, un escroc financier juif américain d'origine hongroise est-il autorisé à dicter impunément ses instructions à une institution politique européenne, en l'occurrence l'Union européenne. Voilà. Donc il se croit vraiment tout permis, ce monsieur. Alors évidemment, beaucoup critiquer Soros, c'est comme j'ai pu le dire il y a 10 minutes. Tout de suite, on va dire, c'est de l'antisémitisme. Non. D'accord ? Voilà. Bien, eh bien écoutez, tiens, je reviens sur la Hongrie. La Hongrie est souveraine, elle a choisi son vaccin. Elle s'apprête à recevoir le vaccin russe. Je vous rappelle que la commission à Bruxelles a commandé pour 1 milliard de doses au laboratoire Gilead, comme on dit, et pour s'apercevoir que le lendemain ou le surlendemain, l'OMS disait qu'il était interdit d'utiliser le Remdesivir pour le Covid. Bon. Bref, donc c'est pas la peine de tenir compte de Bruxelles. Donc la Hongrie, elle, premier pays européen, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la première à recevoir le vaccin russe Sputnik 5. Voilà. Bon. Incroyable, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, ah oui, et puis, l'Inde produira 100 millions de doses annuelles du vaccin russe contre le Covid dès 2021. Voilà. Eh bien oui, c'est comme ça. Je vais finir là, il ne faut pas que je sois trop long quand même. Voilà. Quelques infos et quelques indignations sur le traitement, si vous voulez, de l'information. Mais on sait très bien que ça devient caricatural, c'est une caricature d'information. Ce journal télévisé, cette grande messe là, heureusement que je ne regarde plus, parce que j'ai vraiment l'impression que, comment dire, ça ressemble, vous savez, au livre Les infos expliquées aux nuls, admettons, vous voyez. Donc le journaliste fait toujours semblant d'être un idiot, parce qu'il faut faire l'idiot pour ressembler aux Français moyens. Voilà. Ah, est-ce qu'on va devoir se faire vacciner ? Ah ben oui, mais alors il n'y a pas d'autre traitement ? Ah ben non, vaccin. Pfizer, laboratoire européen. On aura tout entendu. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. J'espère vous avoir fait en même temps sourire et en même temps vous avoir apporté quelques éléments.
je dis, je n'ai la haine de personne, ne me prêtez aucun truc, aucune mauvaise intention, je constate, si vous voulez, certaines choses, et parfois, ouais. Et c'est justement ce genre de choses qui prêtent le flanc à des pensées racistes, antisémites, etc., islamophobes éventuellement, parce que vous apercevez qu'il y a un petit peu de connivence entre certains, et après, voilà. Mais il y a des gens qui sont très solidaires, hein, c'est comme ça. Et nous, en France, on n'est absolument pas solidaires. C'est peut-être bien le problème. Et c'est peut-être cela aussi, la perte de notre souveraineté. C'est que nous ne savons pas nous serrer les coudes. C'est la morale de cette vidéo. Allez, merci beaucoup, partagez un maximum, et puis à très bientôt. Allez, portez-vous bien en attendant d'être vacciné. Merci, au revoir.